Les couteaux Solognac sont conçus pour affronter toutes les épreuves que vous pouvez rencontrer dans la nature. Dédé, tu me reçois là? Je te reçois 5 sur 5. Salut, c'est Cosmic Watch. Aujourd'hui, on s'intéresse à un couteau qu'on trouve chez Decathlon, qui est fabriqué sous la marque chasse de Decathlon, Solognac, et qui s'appelle le Sika. Celui-ci, c'est le 90, donc avec une lame de 9 cm. Donc après vous l'avoir décrit rapidement, je vais vous parler de 5 qualités que je lui trouve et de 4 défauts que je lui trouve. Et ensuite je vais conclure en vous proposant des alternatives dans la même gamme de prix en fonction de l'utilisation que vous comptez avoir pour ce couteau. Le couteau Sika 90 est très bien adapté pour tous les types de chasse et notamment le traitement. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. Oui, Solognac, c'est la marque chasse de Decathlon, donc c'est un couteau qui est censé être un couteau de chasse. Et puis sur la page internet de ce couteau, il est aussi décrit comme un couteau potentiellement pour le bushcraft. Et donc ils se sont peut-être un petit peu avancés et on va en parler. Alors, rapidement, voilà, lame de 9 cm sur la partie coupante, manche de 11 cm sur la partie confortable, on va dire, et avec 1 cm de ricasso. Bon, il y a une petite échancrure ici qu'on appelle un finger choil, qui est censé servir pour pouvoir approcher le doigt pour être plus proche de la lame. Et puis un manche en plastique. Avec un manche en caoutchouc synthétique pour une excellente prise en main. Avec des intercalaires orange, ce qui est bien pratique quand on le fait tomber dans les bois pour le retrouver, parce qu'effectivement, avec un manche noir, on pourrait le perdre. Alors pour le poids, un petit peu moins de 150 grammes, 143 grammes. L'épaisseur de lame est à 3 mm. Et il est présenté avec un étui de conception originale, en nylon un peu épais, avec un petit insert en plastique qui permet de protéger l'étui de la lame, donc a priori un étui durable, un bouton pression, un petit clip pour le passer à la ceinture sans avoir besoin de se défroquer, ce qui est bien pratique. Ils sont livrés avec un étui textile compatible X-Access. Je n'aime pas du tout cet étui, je vous en parlerai un peu plus tard. On est sur une émouture plate qui est très basse, qui remonte pas très haut sur la lame, c'est un des problèmes du couteau, on va le voir, et avec un biseau secondaire où ils ont la gentillesse de nous donner l'angle 20 degrés, qui est un angle assez classique pour des couteaux qu'on veut rendre coupants mais résistants à la fois. L'acier, c'est du 5CR15. J'ai fait quelques recherches dessus, je vais vous en parler. Alors les qualités de ce couteau. Quality number one. Alors en premier, il y a le prix, évidemment. Pour 17 €, on prend quand même pas un gros risque, même si le couteau nous plaît pas et s'il n'est pas adapté à notre usage, ça risque pas de faire un gros trou dans notre porte-monnaie. C'est logique. Et c'est sans doute aussi pour ça que le couteau est aussi populaire, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que j'ai pas forcément réfléchi énormément, j'ai fait tiens, un couteau chez Decathlon, hop, 17 €, je l'avais payé je crois 14 € à l'époque, ça fait quelques années. Donc voilà, un couteau pas cher. Et ce n'est pas marqué, mais il est très très probablement fabriqué en Chine, puisque le 5CR15 est un acier chinois. Quality number two. En deuxième qualité, il y a le fait qu'il est original. Dans le sens où c'est un design qui a été créé pour ce couteau. C'est pas une copie d'un modèle existant. Il y a quelques maladresses, je vais vous en parler, mais quand même globalement, il n'est pas stupide dans la logique. Une épaisseur de 3 mm pour une telle longueur de lame, ça en fait un couteau plutôt costaud, résistant, comme ils disent, resistant gear. Est-ce qu'il y avait vraiment bien besoin de l'écrire en anglais ? Resistant gear. La pointe risque pas de péter facilement. Elle est quand même très épaisse, donc elle n'est pas très pointue en gros. Ici, on a des petits antidérapants qui font un petit peu mal au doigt quand on appuie fort. Le manche est un petit peu contouré, il n'est pas brut de décoffrage, c'est pas des angles droits trop vifs. Il y a une petite texturage sur le manche. En caoutchouc synthétique pour une excellente prise en main. Un trou pour la lanière, bien sûr. Pour cette longueur de couteau, ça paraît pas forcément utile. C'est pas un design débile, en dehors peut-être de cette encoche là, de ce finger choil. Quality number three. En autre qualité, on a un couteau qui est plutôt confortable en main. Le nouveau cool, c'est le confort. Malgré son aspect avec les vis qui dépassent, on voit du bord du manche, elles sont pas non plus spécialement coupantes. Les bords du manche sont chanfreinés. C'est un plastique qui est à la fois dur, mais avec un tout petit peu de flex. J'appuie, vraiment fort, ça prend la forme, vous voyez, et
ça revient. Et il colle assez bien dans la main. Voilà, c'est un manche qui est, je dirais, plutôt réussi. Une excellente prise en main. Peut-être que ça mériterait un tout petit peu plus d'épaisseur, mais quand même globalement, on peut couper en force sans se détruire la main. Franchement, c'est loin d'être le pire manche de couteau que j'ai eu en main. Ça nous amène à la qualité numéro 4. Quality number 4. C'est que le manche est démontable, et donc c'est un couteau qui est customisable, personnalisable. Alors, je vous ai prévu un petit tournevis et on va le démonter ensemble. Je l'ai encore jamais fait. Il y a la deuxième vis qui tourne en même temps, donc visiblement il faut 2 tournevis. Je vais en chercher un deuxième. A few moments later. Du coup, ça va être un peu moins facile que ça en avait l'air. Ah, c'est pas du tout pratique. Bon, faut dire que je suis pas hyper bien installé pour ça. Alors, à première vue, ça avait l'air tout simple, mais... Essayons de le tenir avec l'ongle, maintenant qu'il est... Ah bah, je me suis pété un ongle. Et d'une. Hop. Et voilà. C'est quand même pas ultimement compliqué. On voit que la vis a commencé à rouiller. Intéressant. A few moments later. Et 2, 3. Bon voilà. Wow. Donc ils n'ont pas fait de trou supplémentaire. Hein. Ça aurait peut-être éventuellement permis d'alléger un petit peu le couteau. Donc il n'est pas non plus extrêmement lourd. Hein. Comme vous voyez, il y a quelques petits points de rouille qui avaient commencé à se former. L'inox, c'est relativement inoxydable. Hein. L'inox absolu n'existe pas dès qu'il y a du fer et du carbone. Donc en fait, les gens, ils s'en servent comme d'une lame un blanc, comme on dit. Hein. Et en fait, ils refont un manche eux-mêmes avec du bois souvent. C'est souvent le premier bricolage de couteau que les gens vont faire avec un couteau, et donc ça les amène peut-être vers la fabrication de couteaux maison, ce que je trouve assez sympa. Je l'ai déjà plusieurs fois dit sur cette chaîne, j'ai fait des tutoriels sur ces sujets-là, etc. Et ça, c'est le côté plutôt sympa du couteau. Et donc les plaquettes se démontent, j'ose pas dire facilement. S'il y avait un côté qui était allen plutôt que vis, ça serait peut-être un peu plus simple. Avec le cruciforme, ça rip quand même moins que les tournevis plats. Mais bon, là je pinaille, ça m'a quand même pas pris très longtemps à démonter. Alors je remonte et on passe à la dernière qualité avant de passer au défaut. De toute façon, c'est plutôt une bonne chose, hein. Un couteau démontable, ça peut permettre de l'entretenir de manière générale. Voilà. Quality number 5. Bon, et dernière qualité, c'est la solidité, évidemment. Hein. C'est un couteau à plate semelle. Vous l'avez vu, la lame va jusqu'au bout du manche. Épaisseur de 3 mm. Un inox en plus, donc en général, ça résiste plutôt bien à la casse quand il est trempé mou comme celui-ci. Donc voilà, un couteau solide, résistant, y compris la matière du manche, me donne pas beaucoup d'inquiétude. Les rivets éventuellement, vu qu'il commence à y avoir un peu de la corrosion, peut-être qu'avec le temps, les rivets pourraient lâcher. Et vu le prix des rivets au détail, de ce genre de rivets au détail, ça augmenterait significativement le prix du couteau s'il fallait les remplacer. Bref, il coûte pas très cher. C'est un design original. Il est plutôt confortable en main. Le dessin de la lame est pas trop mauvais. Il est démontable et customisable, ce que je trouve sympathique. Et il est costaud. Bon, ça fait déjà pas mal de choses pour lui. Alors voyons maintenant ce qui pêche un peu plus. Les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte... Premier default. Pour ceux qui s'intéressent un peu au couteau, vous imaginez bien, son premier défaut, c'est... l'acier. A little bit of a shitty choice. So. Là, ils ont choisi du 5CR15, ça veut dire 0,5% de carbone et 15% de chrome. Alors, le chrome, c'est ce qui rend le couteau inox. 15% de chrome, c'est vraiment pas mal. Hein. Selon les normes françaises, un couteau est inox à partir de 10,5% de chrome, si je ne me trompe pas. Par contre, 0,5% de carbone, c'est vraiment peu. Et donc ça explique que le couteau ait un côté mode de beurre, hein, que le fil ne tienne pas du tout. Alors,
Il y a des inox pas chers qui sont corrects, hein, ça existe. Hein. Il y a le 440C quand il est bien traité. Il y a le 8CR13 MOV qui est l'équivalent d'un AUS 8. Tout ça, c'est des aciers pas chers, plutôt corrects. Ils sont pas extrêmement durs. Ils demandent d'être aiguisés plus souvent, évidemment, que des inox haut de gamme. Mais voilà, ça existe. Hein. Ils disent sur le site, évidemment, que c'est un choix assumé. Hein. Ils essaient de défendre un peu leur choix. Ils disent qu'il n'est pas trempé très dur pour être réaiguisable facilement, mais qu'il va quand même tenir pour le travail pendant 2 heures. Alors peut-être 2 heures à couper des chamallows, mais si vous taillez du bois avec ça, le fil va pas tenir 2 heures. Hein. Et en plus, il est pas bon pour tailler du bois. On va y revenir tout de suite. Donc effectivement, il est facile à aiguiser. Il y a aucun doute. Par contre, c'est un acier très mou qui perd son fil très rapidement, qui a l'avantage il va pas casser en torsion. Ça, c'est toujours un avantage si vous tapez dessus et si vous en servez pour fendre des bûches, en particulier le modèle plus grand, hein, le Sicas 130 par exemple. Effectivement, c'est costaud quoi. En faisant quelques recherches dessus, j'ai trouvé que c'était un couteau qui correspondait à un AUS 6 ou du 420 HC, qui sont des aciers qui ont très mauvaise réputation, à l'exception de Buck, qui trempe son 420 HC de manière assez étonnamment bonne, et donc Buck, c'est la seule marque qui arrive à faire du 420 HC correct. C'est pas un hasard à mon avis s'ils ont pris un acier proche du 420 HC, sachant que Buck est connu pour ses couteaux de chasse pas très chers. Ils sont peut-être allés regarder de ce côté-là pour se demander quel était l'acier. Mais alors du point de vue des passionnés de couteaux, alors c'est vraiment une faute de goût importante. C'est mauvais! Mais même à l'utilisation, un couteau qui s'émousse aussi facilement, même s'il s'aiguise facilement, ça peut être un couteau d'usage occasionnel, mais certainement pas un couteau d'usage intensif. Ce qui est dommage, puisqu'il a été prévu pour être costaud, donc probablement pour être utilisé de manière intensive. Dukium Default. Le deuxième problème de ce couteau, c'est les moutures. Les moutures, hein, c'est l'usinage de la lame qui lui permet de pénétrer dans la matière. Donc là, ils ont fait un espèce de truc bâtard, où ils ont à la fois fait une émouture qui remonte pas haut du tout, dans le même esprit que les couteaux scandinaves, hein, comme les Mora, donc qui sont censés, alors ce genre d'émouture, c'est les émoutures qui rentrent dans le bois par excellence, qui rentrent bien, qui pénètrent bien dans le bois par excellence. Le problème, c'est que une émouture scandinave, les berges, elles se touchent. Elles vont jusqu'au bout. Donc du coup, cet angle, c'est aussi l'angle de pénétration dans le bois. C'est pour ça que la pénétration est bonne. Sauf que là, ils ont fait donc cette émouture qui remonte pas très haut, mais en plus, ils ont fait un biseau secondaire à 20 degrés. Ça veut dire que c'est un couteau, on arrive à l'aiguiser rasoir, hein, de toute façon, il s'aiguise assez facilement, même si ça va pas durer longtemps. Par contre, en termes de pénétration dans la matière, vous avez un premier angle assez obtus, et derrière, vous avez un autre angle qui est pas franchement aigu. C'est absurde! Ils ont pris le plus mauvais des deux mondes, quoi. Le worst of both worlds. C'est Worst of both worlds. dès que vous rentrez dans la matière, ça va fendre plutôt qu'autre chose. Donc pour fendre du bois, comme dit le plus grand modèle, éventuellement, mais pour tout ce qui est coupe et tranche, c'est pas un bon choix. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de faire une émouture qui remonte pas très haut comme ça veut dire enlever moins de métal, et que c'est probablement pour des raisons aussi de coût qu'ils ont fait ça. Faire remonter l'émouture plus haut, c'est un peu plus technique, quoi, et c'est un process industriel un peu plus complexe. Donc émouture, c'est repointé. Trosium Default. Le troisième défaut de ce couteau, c'est son étui. Alors, à première vue, moi, j'étais pas forcément... un étui en nylon, c'est pas très folichon par rapport à un étui en cuir, comme j'aime bien. Mais je comprends, low cost. Il y a des rivets, c'est épais, il y a un insert en plastique, il y a ce petit clip là pour le mettre à la ceinture qui est pas con. Enfin, à première vue, ça paraît pas trop gênant. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, et le principal, c'est l'insert en plastique. En fait, l'insert en plastique n'est pas solidaire de l'étui, il est pas solidaire du truc, il est assez souple. Et donc, en fait, quand vous rentrez le couteau au jugé, vous êtes à côté, vous n'êtes pas dedans. Donc en fait, pour le rentrer et le sortir, alors là, une fois qu'on a le mouvement, qu'on est parfaitement droit, c'est bon. Mais
si on fait pas attention, là on est à côté de l'insert en plastique. Donc quand il est à la ceinture, en fait, il faut être très précautionneux. Ah bah là, je suis coincé. On peut le sortir assez facilement. Donc ça, c'est quand même le plus important. Donc faut reconnaître que de ce point de vue-là, la fonctionnalité, elle est préservée. Un des gros avantages d'un couteau fixe par rapport à un couteau pliant, c'est quand même quand on l'a à la ceinture de pouvoir le sortir et le remettre facilement en une seconde, de pas avoir de manipulation multiple à faire. Or là, il faut être très attentif quand on le remet. Donc ça perd une bonne partie de son intérêt. Un autre défaut, qui est peut-être un petit peu plus, qui m'est plus propre, hein, la boucle de ceinture fait porter le couteau assez haut. Vous voyez, il y a pas mal de manches qui dépassent au-dessus de la ceinture. Si on a des poignées d'amour, ça va gêner, évidemment, mais surtout, ça va avoir tendance à se coincer un peu dans les vêtements. Donc oui, si vous êtes en t-shirt, il n'y a pas de problème, mais si vous avez plusieurs couches, il va aller s'enterrer, donc soit il va venir empêcher vos vêtements de descendre jusqu'à la ceinture, soit il va être dessous et il va être chiant à aller récupérer. Sauf que si vraiment ici on met une petite dragonne et qu'on tire vraiment dessus, tu vois, ça peut arriver, on passe dans les branches et tout, là ça risque de... Quatrium default. Et le dernier inconvénient de ce couteau, le dernier problème, à mon avis, alors je passe sur le fait que les vis sont pas rases, comme j'ai dit, hein, pour le confort, c'est pas forcément extrêmement gênant. C'est ce choil là, c'est cette encoche, qui à mon avis est un copier-coller du modèle plus grand, parce que sur des lames plus grandes, ça peut être utile de venir se rapprocher de la lame pour faire des travaux de précision. Là, en fait, on perd de la longueur de lame. C'est pas du tout particulièrement confortable, hein, c'est un peu aigu à ce niveau-là. Parfois, sur certains couteaux de chasse, il va y avoir des encoches sur le haut, comme ça, pour tenir la lame ici, pour aller dépouiller, par exemple, pour aller décoller la peau. Là, bon, je trouve qu'il se tient bien en main. Ça a été pensé pour le design d'un couteau plus grand et copier-coller sans trop réfléchir pour le modèle plus petit. S'ils enlevaient ça et qu'ils faisaient aller la lame jusqu'au bord du manche, à mon avis, ça en ferait un couteau plutôt un peu meilleur. Et maintenant, quelques alternatives à ce couteau quand même pas franchement terrible. Alors oui, je vous entends venir. Oui, c'est un couteau pas très cher, faut pas trop lui demander, les gens veulent refaire un manche avec, c'est plutôt sympa pour ça, cet acier il est pas si mal, etc. Alors, je vais juste vous montrer que pour des prix similaires, il est tout à fait possible de trouver facilement mieux, sans parler de se faire soi-même un couteau, hein, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Le principal argument, c'est des gens qui veulent le customiser. C'est vrai que de pouvoir décoller les plaquettes et de faire soi-même son manche, c'est plutôt sympa. Sauf que il est possible de trouver des lames nues pour des sommes qui sont très proches du prix de ce couteau. Un exemple parfait, c'est Mora qui fait des lames nues Mora. Hein. Donc ça, c'est une lame de Mora numéro 1 qui vaut environ 10 €, si je me souviens bien. Et ben voilà, on peut lui faire un manche. Alors, c'est vrai que la soie ne va pas jusqu'au bout, donc c'est a priori un couteau un petit peu moins solide, mais c'est tout à fait possible de s'amuser avec une lame de bien meilleure qualité, hein, que celle-là. Ça, c'est un acier au carbone, Mora. Pour aller dans les bois, c'est incomparablement plus efficace, hein, pour tailler du bois. C'est quand même assez costaud, ça s'aiguise assez bien, et puis c'est une vraie émouture scandinave par rapport à cette émouture pourrie là, Scandinavo-secondary, enfin voilà, je sais pas comment on appelle ça. Si c'est pour s'amuser à faire des lames, soit on prend une lame de Mora pour 10 € qui est plutôt qui est de très bonne qualité, et on fait son manche. D'ailleurs, ce manche-là, j'ai fait un tutoriel, j'ai une vidéo qui explique comment faire ce manche. Il y a aussi Lori, donc dans le même style, hein, il y a aussi Lori qui fait des lames, mais avec soie traversante, donc avec la soie qui va jusqu'au bout du manche, pour des prix tout à fait similaires, donc ça fait des couteaux déjà un peu plus costauds. Et puis on peut trouver, alors j'ai pas revérifié là récemment, mais ce couteau Condor là, le Kefart, qui est une plate semelle, donc a priori nettement plus costaud, on peut trouver cette lame, hein, sur internet. Je me souviens l'avoir vue sur la coutellerie Tourangelle il y a quelques années, et il me semble que le prix était peut-être, en tout cas dépassait pas les 20 €. Donc c'est tout à fait possible de trouver des lames de meilleure qualité. Ça, c'est du 10-75 bien traité, c'est nettement meilleur que du 5CR là. L'argument, ça fait une lame pas chère pour s'amuser à bricoler un couteau, à mon avis il est pas bon, parce que on peut trouver des bien meilleures lames, et au final quand on passe du temps à se faire un beau manche de couteau, autant qu'il soit couplé à une belle lame pour qu'il soit fonctionnel et qu'on ait envie de l'utiliser. Voilà, donc ça c'était pour l'argument bricolage, les gens qui veulent s'acheter ce couteau pour pouvoir le customiser. Si
Vous voulez un couteau pas cher pour faire du bushcraft, bon là j'enfonce une grosse porte ouverte, hein, tout le monde est au courant, mais il n'y a pas mieux que Mora pour pas cher. Hein. Donc ça c'est un Mora Companion, ça coûte je sais plus combien actuellement, 12 €, un truc comme ça. C'est le meilleur couteau de bushcraft pas cher que vous pouvez trouver, avec une bonne lame en acier carbone. Il est très solide, même si la lame ne va pas jusqu'au bout du manche, et il y a très peu de gens qui le cassent. Il est beaucoup plus confortable en main. Voilà, enfin ça c'est voilà, un couteau premier prix pour faire du bushcraft. Évidemment, le Mora est là et il est incomparablement meilleur que celui-là. Bon, si vous vous dites oui mais 3 mm de lame, et ben voilà, boum, celui-là c'est l'équivalent du Mora Companion Heavy Duty, c'est l'ancien Mora robuste. Hein. Et ben boum, on a une lame même encore un peu plus épaisse. Bon courage pour le casser celui-là, et si c'est pour fendre du bois, taper dessus, etc. Voilà, tout en ayant une ergonomie en main qui est exceptionnelle. Si vraiment c'est pour défoncer le couteau, si c'est pour taper dessus comme un sourd et tout, le Mora V2, moi c'est mon bitter knife comme on dit, c'est mon souffre-douleur. Quand j'ai vraiment un truc de bourrin à faire avec un couteau, bah c'est celui-là que j'utilise. J'ai déjà tapé dessus au marteau. Bon d'ailleurs le fil a pris un coup, je me souviens plus. Enfin c'est récent ça. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais voilà, un couteau indestructible pour pas cher. Et ben celui-ci est un excellent choix, le Mora Robuste V2, avec un meilleur acier, et en plus vous pouvez tailler du bois, parce que, enfin quand le fil n'est pas abîmé comme celui-là, parce que c'est une vraie émouture scandinave, donc qui pénètre beaucoup mieux dans le bois. Et enfin le dernier argument, c'est couteau de chasse, un couteau de chasse pas cher. Alors déjà, je trouve qu'il tranche mal, et alors si en plus vous allez un petit peu au contact des os et tout, bon courage avec cette émouture, parce que ça tranche très très mal. Alors il y a Buck qui fait pas mal de couteaux pas chers hein, de chasse, mais voilà, un exemple parmi d'autres que je connais mieux que les autres, c'est le Cold Steel, le Pendleton Light Hunter. Il est tout à fait dans le même esprit, et il a pas mal de points communs, hein. Un acier inox pas forcément haut de gamme, une poignée en plastique, et il est dans les mêmes gammes de prix, il est peut-être un poil plus cher, une 20aine d'euros. Par contre, il a une émouture qui est vraiment faite pour ça. Ça, c'est une émouture creuse, très légèrement creuse. Donc le biseau secondaire permet d'éviter que le fil ne s'use trop vite, mais derrière, vous avez une grande finesse de la lame, et du coup, vous allez avoir une pénétration dans la viande, par exemple, si on parle de couteau de chasse, qui est incomparable par rapport à celle-ci. Hein. En fait, à chaque fois que vous envisagez une utilisation pour ce couteau, eh ben, il y a mieux, pour pas cher, pas pour pas plus cher, ou pas beaucoup plus cher. Donc, je ne peux pas recommander ce couteau, même si j'apprécie quand même l'idée, quoi, vouloir concevoir un couteau plutôt que d'être qu'un revendeur. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Il y a plutôt des qualités, la forme de lame est pas débile, le principe du couteau démontable pour le nettoyer ou pour le customiser, c'est pas mal non plus. L'étui est plutôt durable, avec le petit clip astucieux pour pouvoir le mettre, même si du coup il porte trop haut, donc il y a des problèmes, et puis l'insert en plastique est trop souple et puis pas solidaire de l'étui, du coup on a du mal à le remettre dedans. Voilà, c'est un couteau qui est bourré de défauts, mais il n'y aurait pas forcément beaucoup de choses à faire pour en faire un couteau potable. À mon avis, le plus problématique, c'est le choix de l'acier, qui est probablement qui s'explique probablement pour des logiques de coût, de fabrication. Et l'émouture aussi, hein, le fait d'avoir une émouture si basse, c'est sûrement parce que c'est moins cher. Je sais pas combien ça coûterait d'upgrader en acier, mais à mon avis, on parle en termes de coût de fabrication, hein, on parle de 1 ou 2 euros pour se payer peut-être au moins du 8CR, du 8CR13 ou du 440C un peu bien traité. Donc voilà. Bien tenté Decathlon, mais on n'y est pas encore. Voilà, comme on dit à l'école, quand on veut pas décourager un enfant, il y a du potentiel, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, c'est un couteau que je ne peux pas recommander. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Please subscribe to my YouTube channel.